Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue à ce nouvel épisode. Je reçois cette semaine Dr Marie-Claude Letellier, spécialiste en santé publique et médecine préventive. Avec Marie-Claude, nous plongeons dans un domaine vaste, souvent méconnu, mais absolument essentiel pour comprendre les grands enjeux de notre système de santé. De la nomination de la nouvelle directrice nationale de santé publique à la fusion annoncée entre l'INES et l'INSPQ, en passant par la médecine du travail, les déterminants sociaux de la santé et la crédibilité de la santé publique, cette conversation permet de mieux saisir ce qu'est réellement la prévention. Comme le dit si bien mon invité, la prévention, ce n'est pas juste manger des carottes, des pommes et faire du bicycle. Bonne écoute. Marie-Claude, salut. Allô. Ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, au balado La Santé au-delà des mots, on voulait parler aujourd'hui, en fait, j'ai un paquet de choses récentes dans l'actualité, là, donc la nomination de la nouvelle directrice de la santé publique, d'éventuels changements au niveau de l'INES puis INSPQ, puis parler aussi de ce qu'est la médecine préventive. Je pense que c'est peut-être un sujet très méconnu. Mal méconnu, mais mal connu. Puis, c'est drôle parce que le hasard veut qu'on est lors des délégués. Oui. Tu as quelques collègues, dont toi aussi, donc vous êtes plus présents. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Donc, ça permet de faire connaître divers points de vue, puis réaliser que la médecine spécialisée, c'est plus que la chirurgie, disons, puis la cardiologie, disons. Donc, on va commencer par le début. Donc, parle-moi de toi. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve spécialiste en médecine préventive? C'est sûr que moi, j'ai quand même un parcours un peu éclectique et atypique. Mais en santé publique, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait d'autres choses avant puis qui rentrent par après, changement de programme. Oui. Donc, moi, j'ai commencé avec un parcours vraiment académique là, de sciences fondamentales. J'ai fait mon bac en microbiologie. D'ailleurs, je suis restée microbiologiste agréée, là, même en étant médecin de santé publique. Okay. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en neurosciences. Puis, j'ai commencé un doctorat en neuropharmacologie. Puis, moi, j'appliquais toujours en médecine chaque année. Donc, ce fut l'année où j'avais commencé mon doc. J'ai été acceptée. Puis, de par mon parcours, moi, j'étais toujours intéressée par les neurosciences. Donc, j'étais allée en psychiatrie au départ. J'ai fait 2 ans. Puis, j'ai rapidement réalisé que le côté individuel en santé mentale, c'était pas facile. Donc, je suis rentrée en santé publique vraiment pour travailler sur le harcèlement, l'intimidation. Je savais pas à ce moment-là que ça s'appelait des risques psychosociaux du travail, okay. Mais c'est vraiment ce qui m'a amenée à aller en santé publique.
Puis j'ai terminé, en fait, en 2020, là, pendant la pandémie. D'ailleurs, nos examens ont été remis, tout ça. Donc, j'ai commencé ma pratique en 2021, là, en janvier. Mais dis-moi, quand tu es finalement admise en médecine puis que tu es en train de débuter ton doctorat, est-ce qu'à ce moment-là, tu te poses la question de dire, finalement, je n'y vais pas en médecine pour... je suis rendu tellement... Tu avais tellement progressé. Ah non, c'était vraiment ça que je voulais faire depuis le début. Donc, ça a été plus, je continue-tu mon doctorat en même temps. OK. Donc, j'ai continué au début. Je prenais des mois sabbatiques. J'ai fait ma médecine vraiment plusieurs années. J'ai même pris une année sabbatique complète. Donc, j'ai continué le doctorat. J'ai fait mon examen de doctorat, mais à un moment donné, c'était juste plus possible, là. Donc, je l'ai abandonné. J'ai toujours en arrière-pensée de me dire que je vais le finir un jour, ça, ouais. Mais parce que tout était fait, là, j'avais écrit ma thèse, j'avais écrit mes articles, tout ça. Donc, ça a été plus ça qui a été difficile, puis c'est un petit peu un petit deuil. Un petit deuil, oui. Oui. Mais quand même, c'est tout un parcours. Donc, est-ce que, d'abord, on disait, là, c'est mal connu, méconnu, là, c'est quoi, tu sais, ta discipline, ta spécialité, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, tu as une journée de travail? Je sais pas, une journée typique, d'après ce que je comprends. Non, c'est sûr qu'on n'est pas en scrub. Puis même dans ta discipline, il y a plusieurs... Oui, c'est ça, exactement. On n'est pas en scrub d'une salle d'op. Ouais. En fait, c'est très, très large, la santé publique. Tu sais, souvent, on va dire santé publique, médecine préventive. Mais si on y va avec les fonctions de la santé publique, c'est vraiment la protection, la prévention, la promotion de la santé, puis la surveillance de l'état de santé des populations. On peut y aller par domaine aussi. Entre autres, on a les maladies infectieuses, on a la santé environnementale, la santé au travail. C'est différents domaines de protection où on va agir. Fait que c'est très, très large. Ça va au changement climatique, à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les milieux de travail, la prévention en milieu de travail, l'identification des risques. Donc, ça peut être très, très, très large. On a des médecins dans notre spécialité qui vont être plus des généralistes, entre autres particulièrement en région, où les gens vont faire un peu de tout parce qu'il y a moins de ressources. Mais quand on est dans les villes universitaires, on va avoir des gens vraiment qui vont être plus spécialisés. Par exemple, si on parle de l'Institut national de santé publique, c'est des gens qui vont avoir des pratiques plus nichées, vraiment avec une expertise particulière et tout ça. Mais comment ça fonctionne? Disons, on fait d'abord, il y a 2 spécialités. Oui, dans l'association. Déjà, si on clarifiait ça, ces 2 spécialités-là, donc... Il y a la médecine du travail, puis il y a la santé publique, médecine préventive. Les médecins du travail, là, c'est nouvellement une spécialité à part entière. Ceux qui vont commencer dans la prochaine cohorte, c'est vraiment de la médecine du travail. Auparavant, c'était une sur-spécialité qu'on pouvait faire après la médecine interne ou encore après 3 ans de santé publique, on pouvait changer. Pardon, non, il fallait faire la santé publique au complet et faire la sur-spécialité après. Nous, dans notre association, on a aussi des médecins étrangers qui ont fait la médecine du travail à l'extérieur, qui est plus un format sur spécialité médecine du travail. Donc, ils peuvent quand même travailler en direction de santé publique, puis c'est là qu'on les retrouve le plus, surtout en santé au travail. Alors que nous, les santé publique, médecine préventive, on a une formation en santé au travail pendant la formation longitudinale. On fait, entre autres, là, je pense que c'est quelque chose comme 2 stages de 3 mois en santé au travail. Puis, mais dans les faits, quand on travaille dans une direction de santé publique, on fait la même chose. Sauf que les médecins du travail ont aussi souvent une pratique clinique. Puis là encore, j'ai une pratique un peu atypique. Moi, je suis un médecin de santé publique, médecine préventive, mais qui fait de la clinique en maladies professionnelles, maladies environnementales aussi. Donc, c'est ça s'entrecroise. Là, c'est pour ça qu'on est les 2 spécialités ensemble. Là. Ça veut dire que ça peut être un profil de pratique où on fait beaucoup de choses. Là, oui. Comme toi, mettons, c'est qui tes employeurs? Par exemple, moi, ma pratique, encore une fois, assez diversifiée. Ouais. Moi, j'ai une pratique en santé au travail pour le Nunavik, donc pour la région du Nunavik, où je fais, entre autres, présentement, le programme Maternité sans danger.
J'ai fait de la santé au travail plus large, mais là, j'ai dû restreindre. Ensuite de ça, j'ai une pratique en évaluation des technologies au CHU de Québec, où c'est des médecins spécialistes en santé publique qui sont à la tête là, du groupe. Donc, j'ai une partie avec ça, puis j'ai quand même une bonne portion clinique. Là, je fais environ 2 jours semaine avec des patients atteints de maladies environnementales, maladies professionnelles, fait que ça peut aller des hypersensibilités environnementales, des intoxications moisissures, des plombémies élevées, des gens vraiment qui sont malades à cause de ce qu'il y a dans leur environnement, que ce soit à la maison, au travail, dans les loisirs. Puis je fais aussi de l'expertise là, pour la cour. Mais la portion clinique, qui va te référer des patients? Parce que il me semble qu'avant, j'imagine que ça peut passer par l'allergologie, l'infectiologie, la pneumologie. En fait, les patients qui arrivent dans mon bureau, souvent, ils ont tourné pendant 2 ans un peu partout. Comme un peu d'errance médicale, oui. Ce serait le terme? Oui, okay. Souvent, c'est vraiment des gens... Je présentais dernièrement au CHU de Québec là, les midis de médecine interne. Puis, c'est ça, c'était un peu mon message clé, que ça peut être très long avant de trouver quelque chose. Ils vont se promener d'un spécialiste à l'autre qu'ils ne trouvent pas nécessairement, puis on y pense pas, mais il y a beaucoup de médecins qui pensent pas de demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ben oui. Puis c'est là qu'on passe le plus de temps à part dans notre lit. Mais en fait, même si on pose la question, encore faut-il être en mesure de faire un lien, là? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là? Mettons, il y a des choses auxquelles les gens vont penser, la fumée secondaire ou... les produits chimiques. Ben, peut-être l'amiante, je dirais, mais tu sais, imagine, il y a 56 000 autres travailler avec des solvants, avec le bruit. Nous, en santé au travail ou en santé environnementale, on va parler des risques ergonomiques, psychosociaux, chimiques, physiques, biologiques. Fait que s'il y a un risque... quelconque. Oui. OK. Puis dis-moi donc le volet préventif là-dedans, parce qu'on ne se cachera pas qu'en médecine, le volet préventif, c'est l'enfant pauvre. Oui. On est dans le curatif à 100 000 à l'heure. Alors que vous, le volet préventif, c'est important, je dirais, voire capital. Oui, okay. Puis c'est un point, ça, comment que ça vraiment, je veux taper dessus. J'ai pas de marteau, mais... mais la prévention, c'est pas juste manger des carottes, des pommes et faire du bicycle, si je veux caricaturer un peu. Ça, c'est vraiment de la prévention que je dis un peu victim blaming, là, tu sais, mange bien, fais attention à toi, puis ça va aller bien. Mais on oublie qu'il faut donner les moyens aux gens d'avoir des saines habitudes de vie. Fait que la prévention, pour nous, c'est l'action sur les déterminants de la santé. Donc, pour être en santé, ça te prend un logement, ça te prend de l'éducation, ça te prend un revenu. C'est vraiment tous les domaines autres que le secteur de la santé et des services sociaux sur lesquels il faut agir. Je voyais, entre autres, aujourd'hui un colloque du Collège des médecins, comment soigner les sans-adresse. Pour parler de l'itinérance, l'itinérance, c'est beaucoup plus large que pas d'avoir d'adresse. Des fois, on a des troubles de santé mentale, de consommation. C'est pas juste trouver une adresse non plus, c'est vraiment un encadrement, prendre en compte... parce que des fois, on entend des discours comme « ils ont juste à travailler », tout ça, mais on oublie que ces gens-là, souvent... savent pas écrire, savent pas lire, ont de la misère aussi pour s'orienter dans la vie, tout ça. Puis quand tu as 640 $ par mois, ben tu sais, t'habiller pour aller passer une entrevue, prendre ton autobus, tout ça. Pour nous, ça paraît rien, tu sais, 2,50 $ ou 3 $ pour un transport, mais pour quelqu'un qui gagne ce salaire-là, ce revenu-là, puis c'est de l'aide de dernier recours, en fait, ben on oublie que ça peut être très, très difficile. Fait. Puis là, il y a une autre vision qui va dire, ben on va les arrêter de consommer, puis là, ils pourront avoir accès à un hébergement, mais on oublie la pyramide de Maslow, il faut combler nos besoins de base avant de pouvoir, justement, les saines habitudes de vie, là, sont très, très hauts dans la pyramide. En premier, il faut être capable de se loger, de manger, de faire nos besoins, de se laver, tout ça. Donc, la prévention, il faut voir ça vraiment plus largement sur donner l'accès à tous.
Puis nous, notre objectif primaire, je dirais, c'est de diminuer les inégalités sociales de santé. Parce que tout ça vient de politique. On l'a vu dans les derniers temps, entre autres, tu sais, oui, il y avait des politiques, des projets de loi, mais souvent, sans nommer les femmes ou les personnes vulnérables, on voyait que ces lois-là faisaient en sorte que les femmes allaient être plus impactées ou les personnes avec des incapacités. Par exemple, si on parlons du PL2 avec nos spécialités, puis le monde médical, ben on voyait que l'espèce de performance qui était derrière ça, d'avoir, dans le temps même qu'on parlait des surveillants, tout ça, ben c'est certain que la mère de famille monoparentale va être plus impactée. Ah, la femme médecin? Oui. Ah, ben moi j'étais ça. Écoute, ben c'est drôle que tu dises ça parce que moi j'avais interpellé le Conseil du statut de la femme. J'avais écrit à ce sujet-là en disant que c'était un projet de loi qui était misogyne. Oui. Puis j'ai eu une réponse polie, un accusé de réception, mais encore là, peut-être un aspect politique lié à ça, mais moi je trouvais que c'était épouvantable. Oui, là, oui. Mais tu parlais des gens qui n'ont pas d'adresse ou autre, mais j'avais fait aussi un balado avec Dr Sam Daher, qui était président de l'Association des médecins omnipraticiens de Montréal. Puis parlant encore même du même projet de loi, ça crée quand même un enjeu parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Puis là, ça venait créer une espèce d'incitatif, si tu veux, à ne pas voir ces patients-là au détriment d'un patient que tu peux inscrire puis mettre sur une statistique quelconque. Oui. Même chose pour les demandeurs d'asile ou autres. Là, ces gens-là sont comme en dehors du réseau, mais pris en charge. Donc, on a un réseau de la santé qui tend à épurer les malades. On veut des bons malades, hein? Qui prennent pas trop de temps, qui écoutent ce qu'on dit, qui peuvent venir à 8h30 et tout ça. Mais entre autres, est-ce qu'on pense qu'un schizophrène qui prend des médications qui vont amortir tout ça peut être à son rendez-vous à 7h30? Encore faut-il le rejoindre? Encore. Puis si on l'appelle 3 fois, il répond pas, on l'enlève la liste, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit. Mais on le voit aussi avec des patients qui ont des cartes d'assurance maladie. Je parle de ma pratique en particulier. Moi, je suis la seule au Québec à avoir certaines pathologies pas parce que les maladies sont difficiles à diagnostiquer, mais ils vont prendre du temps. Nous, on est payé à la consultation, on n'est pas payé au temps. Okay. Donc, si je vois une surdité professionnelle qui prend 30-45 minutes, ça va me donner la même paye que si je vois un syndrome vibratoire qui me prend 4 heures d'examen. Donc, je suis la seule à voir les syndromes vibratoires au Québec. Okay. Mais tu sais, c'est mon côté santé publique aussi. Je me dis, il faut voir des vulnérables aussi. Je gagne quand même bien ma vie. Mais on l'a, oui, avec les gens assurément sans papier, de dire, ben eux, on épure un peu. Mais on l'a avec les gens qui ont des problèmes complexes et difficiles à traiter ou à prendre en charge, qui demandent beaucoup de consultations, de prescriptions, de suivi, tout ça. Donc, c'est vraiment un problème avec le système de santé actuel. Il y a beaucoup de gens, on restreint l'accès finalement par des politiques, fait que c'est un peu une discrimination systémique des patients parce que c'est les politiques en place qui font en sorte que certaines personnes ont moins de services que d'autres. Ben, en fait, moi, je trouve qu'il y a trop de réglementation dans le réseau de la santé. Là. Puis j'ai déjà dit quelques fois là, lors d'autres balados, j'ai l'impression qu'on a cette vision-là parfois qu'il y a un problème X, on va créer une loi ou un règlement pour régler ce problème-là, puis on évalue mal les effets collatéraux. Je sais. On évalue pas mal. On les évalue pas du tout, tu vois. Exact. Mais j'ai l'impression que parfois, nos grands penseurs, si tu veux, voient le réseau de la santé comme un modèle mathématique où on peut prévoir, comment dire, le résultat exact d'une politique. Alors que moi, le réseau de la santé, je vois ça quasiment plus comme un organisme vivant où tu fais une petite manœuvre, puis finalement, tu n'as aucune idée. Là, le réseau s'adapte, se modifie, puis là, tu arrives en bout de ligne. Tu te dis, finalement, c'est pas ça qu'on avait prévu. Il y a eu tel et autre effet. Pour toutes sortes de raisons, il y a une autre classe de patients qui a été mis de côté. Ou je sais pas si... Bien, ça m'amène quand même à une de nos expertises en santé publique. Le système de santé, c'est pas compliqué, c'est un réseau complexe. Donc, on peut pas juste dire on change le point A, puis le calculer, puis nos politiciens réfléchissent un peu comme ça, je trouve. Oui, mais... oui. Okay. Puis nous, on est formés pendant notre résidence en organisation des soins et services. Les trajectoires de soins, le réseau
réseau, pas juste avec les hôpitaux, mais vraiment avec tout ce qui est autour. Puis en 2015, Dr Barrette a décidé que l'Organisation des soins et services n'appartenait plus à la santé publique médecine préventive. On peut voir que ça va beaucoup mieux depuis. Mais c'est ça. On a cette expertise-là, on ne fait pas appel à nous, on fait affaire avec des firmes ou avec des actuaires ou des administrateurs et de nombreux gestionnaires, mais il y a quand même une science derrière ça, des pratiques qui sont évaluées, efficaces, avec des données probantes, il y a une façon de faire, mais tout ça est un peu mis de côté. Puis, juste quand on pense, on voit un patient, c'est un problème à la fois. Je veux dire, c'est une maladie chronique avec plusieurs éléments, bien, tu peux avoir des atteintes de différents organes. Tu sais, un patient, c'est pas des organes, c'est vraiment un être humain dans sa globalité, avec sa santé mentale, sa santé physique, son côté social, sa place dans la société, puis tout ça. Puis quand on regarde les définitions de la santé, ben il y a ça aussi, c'est de s'accomplir, puis de pouvoir avancer. Tout à fait. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Parle-moi un peu de l'association, finalement, parce que toi, tu es vice-présidente rayonnement relations publiques. Oui. Un peu pour ça, peut-être que tu es ici ce soir. Mais vous êtes combien de membres? Puis, En fait, on est une petite spécialité. Il y en a des plus petites que nous, je crois. Mais sûrement, nous, parce qu'il y a des chirurgiens vasculaires qui sont... Puis rhumatologues, là, peut-être, qui sont peu. Nous, on est autour... Ça joue autour de 200 médecins. Ah, c'est quand même assez gros, ça, OK. Oui. Mais on a, comment dire, deux modes dans notre spécialité. On a les personnes qui sont quand même très, très près de la retraite. Puis nous, ça continue à travailler jusqu'à 65, 70 même. J'avais un ancien patron, il a fini à 82, là. Donc, parce que ça prend surtout les mains, la tête, tout ça. Donc, puis on a de très jeunes médecins parce que les cohortes ont été augmentées dans les dernières années. Donc, notre association, c'est ça. Ça roule autour de 200 médecins. Puis c'est sûr que comme toutes les autres associations médicales, on a de vouloir défendre les membres puis les intérêts des membres, mais tout est axé sur vraiment une action sur la population. Comme tu le disais tantôt, tu peux nous voir dans les assemblées des délégués. Mais moi, je trouve ça très positif, disons-là. Écoute, je pourrais présumer que ça agace certains de mes collègues aux délégués. Assurément. Mais un de tes collègues David. Qui est très coloré. Écoute, tu le salueras de ma part. Donc, il a l'air bien sympathique. Donc, il dit les choses comme il les sent, puis je pense que c'est parfait. Et d'ailleurs, ce que ça m'a fait, en aparté, je trouvais que les conflits qu'on a eus récemment, disons, avec le gouvernement, ça nous a fait réaliser que si on voulait offrir une médecine de qualité, il fallait se retourner vers l'extérieur et non pas se retourner vers l'intérieur, si tu veux, puis travailler ensemble, finalement, pour améliorer les soins là, dans l'ensemble. Là, oui, puis ce que tu dis amène un autre point que je voulais amener, tu sais, que ça prend la reconnaissance de notre expertise des autorités, mais aussi de nos pairs. Complètement. Parce que on le sent, on le sait, puis on en est conscient depuis longtemps, là. Même, je dirais pas qui, mais un certain médecin de santé publique qui n'est plus en poste aujourd'hui disait qu'on était des gratteux de papier. Okay. Mais on est beaucoup plus que ça, là. Donc, c'est un peu nous qui va dire tout haut
que les gens osent pas dire et tout ça, mais nous, ça fait partie de notre ADN, là. Ben, tu vois les gens qui sont au délégué, mais tu verrais les autres médecins, puis c'est quand même une majorité, là, qui sont assez colorés, authentiques et... Mais en fait, ça m'amène à te demander, avant qu'on passe peut-être à la suite, c'est qu'est-ce qui attire quelqu'un dans ce domaine-là? Parce que, comme étudiant en médecine, je sais même pas si j'aurais pu faire un stage à option comme externe, tu comprends? Oui. Parce qu'une fois qu'on aura fait les disciplines, les grandes disciplines, entre guillemets, là, classiques, maintenant, chirurgie, médecine interne, pédiatrie ou autre, là, je veux dire... Mais maintenant, ça fait partie du cursus. Dans les 4 universités québécoises... À l'externe, okay. Il y a vraiment un stage obligatoire. Okay. Puis avant, moi, quand j'étais sur les bancs d'école, c'était plus un projet, tu sais, on faisait un PowerPoint. Nous, on avait un cours préclinique, je pense. On appelait ça santé communautaire, je pense. Mais là, on retourne en 88-89. Puis pour moi, il y a eu une perte, puis là, c'est revenu par après, parce qu'il aborde là, la santé publique, du moins, il parle des déterminants de la santé. Oui. Moi, j'avoue qu'avant d'arriver en santé publique, les déterminants de la santé, je connaissais pas ça, là. Donc, maintenant, il y a une formation quand même qui est là, mais c'est sûr que c'est un domaine qui est peu connu, puis c'est probablement pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de changements de programme au cours du temps, que les gens se rendent compte, peut-être ça pourrait m'intéresser, tout ça. Mais comment on est attiré par ça? Je dirais qu'on a un ADN particulier. Il y a beaucoup de défenseurs de la veuve et l'orphelin, là, tu sais, dans notre spécialité. Dans de missionnaires, un petit peu? Oui. Okay. Puis il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, okay. Là. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là d'aller défendre, tu sais, les vulnérables, de prendre la parole pour ceux qui n'en ont pas. On est tous un peu comme ça, là. Moi, je me demandais disons, l'activité physique chez les jeunes, la nutrition dans les écoles. Ça serait vous, ça aussi? Oui. Okay. Par exemple, dans les directions de santé publique, quand on est dans les équipes plus promotion de la santé, prévention des maladies, hors santé au travail, maladies infectieuses, santé environnementale, les gens vont plus être dans le développement de la petite enfance, le vieillissement en santé. C'est toujours des populations, mais vraiment comme les programmes là, qu'on entend, c'est Polo pour les familles, les jeunes familles, tout ça, c'est vraiment sous la direction de santé publique. Bon, avec la réforme en 2015, il y a certains endroits où c'est aller plus dans la direction jeunesse, mais il y a quand même certaines directions de santé publique qui ont gardé ces domaines-là. Puis là, je fais une petite parenthèse, c'est qu'en 2015, il y a eu la réforme de Dr Barrette, puis pour lui, la santé publique, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, il a coupé 30% des ressources, a vraiment enlevé beaucoup d'éléments à la santé publique pour les mettre dans d'autres directions du système de santé. Donc, il y a beaucoup de directeurs de santé publique des différentes régions qui se sont un peu battus pour garder des éléments en disant, bien, ça prend une expertise de santé publique là-dedans, là. C'est pas juste des indicateurs de performance, tout ça. Donc, ça peut varier entre les régions, mais oui, le développement de la petite enfance, les personnes aînées, l'adolescence, tout ça, l'itinérance, c'est de la santé publique. Entre autres, quand j'étais en Gaspésie, moi, j'avais le dossier itinérance, là. Donc, c'est vraiment tous des domaines de santé interrelié. OK. Écoute, je t'ai connu, ou tout au moins j'ai eu connaissance de ta présence lors de la nomination de la dernière directrice nationale de la santé publique, sans porter de jugement sur la personne. On n'est pas là du tout pour ça. Mais là où ça a agacé, c'est peut-être même un faible terme, là où c'est venu vous... déranger, c'est que la nomination finalement comme directrice de la santé, le terme directrice nationale de la santé publique, ce n'était pas quelqu'un qui était issu de ton association, mais quelqu'un issu de la microbiologie, là, pour le citer. Et je pense que c'est ta présidente qui avait fait une analogie de dire c'est comme si vous faisiez accoucher par un dermatologue ou je ne sais trop. Donc j'aimerais ça que tu peut-être explique à nos auditeurs pourquoi c'est important d'avoir un directeur national de la santé publique qui
issu de ton domaine de spécialité et qui ne vient pas, par exemple, de la microbiologie ou de la pneumologie ou qui serait traumatologue, pour dire quelque chose. Puis, dès le départ, je vais porter un jugement sur la Dr. Quach. C'est une excellente microbiologiste infectiologue, très compétente, experte dans son domaine. Je veux dire, pendant la pandémie, elle a été très impliquée, excellente communicatrice. On trouve que c'est une personne de très grande qualité scientifique et médicale. Sauf que... En fait, avant que tu continues, Oui. pour que les gens comprennent bien, on parle de l'emploi qu'occupait le docteur Arruda en début de pandémie. Oui. C'est bien ça. Donc, pour que les gens situent le poste, là, tu sais. OK. Donc, c'est bien ça. Donc, Oui. le poste dont on discute. Puis Oui, là, je te oui. redonne le micro. C'est la plus grande autorité de santé publique, en fait. C'est le poste le plus important en santé publique. Puis avant la réforme du système de santé, pas celle de 2015, mais celle qui a eu lieu là, avec Santé Québec et tout ça, le médecin qui était directeur national était un médecin spécialiste en santé publique, médecine préventive, ou avec une expérience en santé publique, médecine préventive, comme les directeurs de santé publique régionaux et tout ça. Avec la modification de la loi, il y a eu vraiment ce changement-là de dire c'est un médecin, sans nommer la spécialité. Et même au départ, dans le projet de loi, on ne parlait même pas de médecin. Puis d'ailleurs, on avait écrit un mémoire sur le projet de loi en disant « ça prend un médecin spécialiste en santé publique pour la plus haute fonction ». Pourquoi? C'est que, comme je dis, Dr. Quach, excellente en maladies infectieuses, sauf que la santé publique, comme je disais tantôt, c'est plus que les maladies infectieuses, c'est la santé environnementale, c'est la santé au travail, c'est la promotion, la prévention, c'est la surveillance, tout ça. Puis c'est pas pour rien qu'on a une spécialité médicale, on a des CanMeds, on a des compétences à développer, on se forme 5 ans pour faire tout ça. Donc oui, elle est sûrement excellente en maladies infectieuses, mais le risque avec ça, c'est de diluer la santé publique ou de la réduire à seulement les maladies infectieuses, les épidémies, les pandémies. Puis, je donne un exemple. Entre autres, le programme Maternité sans danger, les protocoles nationaux, c'est Dr. Quach qui les signe. Donc, est-elle au courant des risques en milieu de travail pour les femmes enceintes? Connaît-elle bien les risques ergonomiques, psychosociaux, chimiques, physiques, biologiques? C'est certain que elle est guidée par le gouvernement parce qu'elle est aussi sous-ministre. Donc, le danger, c'est vraiment qu'il y ait des décisions qui soient signées médicalement, mais avec, disons, l'expertise qui n'y serait pas. Par exemple, est-ce qu'elle a les compétences ou l'expertise pour se prononcer sur l'arsenic à Rouen, sur le nickel à Québec, sur les changements climatiques, sur l'itinérance? Puis là, je donne quelques exemples comme ça, mais ça, c'est vraiment le problème qu'on a eu avec la nomination, c'est de dire c'est un manque de reconnaissance de l'expertise médicale en santé publique, c'est un manque de reconnaissance aussi de l'importance des déterminants de la santé sur la santé. Donc, c'est pour ça que nous, on disait, c'est une décision politique. On a quelqu'un qui parle bien, qui est apprécié de la population. On sait que la CAQ avait quelques difficultés, donc est allé chercher quelqu'un qui se présente bien, en qui la population a confiance. Puis encore là, pour faire la promotion de la vaccination, c'est certainement un bon messager. Mais est-ce qu'elle aurait pu être une experte en maladies infectieuses au sein de la Direction générale de santé publique? On se pose la question. Si je me faisais l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où on a une personne compétente qui est là, elle va être capable d'aller chercher j'imagine que c'est un argument qui vous a été servi? Assurément. D'aller chercher les avis, finalement, d'experts ou... Oui. Sauf que, pourquoi pas avoir mis un médecin de santé publique qui va chercher les experts par la suite? Je comprends. Et on avait beaucoup de membres qui avaient les capacités pour faire ce poste-là et on a vérifié, personne n'a été appelé. Est-ce que c'est un concours ou c'est vraiment juste c'est une nomination? C'est une nomination par le ministre de la Santé
qui la désigne. Puis ça aussi, c'est une autre problématique. On a abordé là, le double rôle de directeur national et de sous-ministre. Ça aussi, ça met en conflit au niveau politique parce que quand le gouvernement veut quelque chose, ben là, on est dans la double position. Puis ça avait été ramené par la commissaire santé-bien-être puis par d'autres personnes au long cours. Donc, si on parle de Joanne Castonguay ou... C'était-tu Joanne Castonguay qui l'avait fait? Je crois que c'était sous sa direction, oui. Mais en fait, l'enjeu politique lié à ce poste-là, pendant la pandémie, on l'a vécu un peu. Oui. Là, quand, a posteriori, on a appris finalement que pas besoin de masque. Parfois, on se dit, c'est pas nécessairement scientifique. C'est peut-être juste parce que il n'y a pas de masque. Ben nous, on a donné beaucoup d'entrevues pendant la pandémie, puis c'était souvent ça qu'on disait, écoutez, c'est une décision politique, c'est pas une décision médicale. Puis on le voit encore avec d'autres éléments, puis entre autres, ce qu'on voit qui a été fait, si je peux donner un exemple flagrant d'où on voit les conséquences aujourd'hui, c'est la vaccination obligatoire. Le principal, puisqu'on est formé dans notre résidence là, à parler à des médias sur la vaccination obligatoire, on ne va pas là, sauf situation exceptionnelle. On dira que la pandémie, c'était exceptionnel, mais ça prend des caractéristiques pour un vaccin, pour la maladie, pour la problématique, parce que le risque le plus grand quand on rend une vaccination obligatoire, c'est de faire basculer nos hésitants du côté noir de la force et de devenir plus anti-vaccin que de dire... Conspirationniste un peu. Oui, que de dire, parce que c'est sûr que si le gouvernement nous oblige à avoir un vaccin, ben il y a peut-être quelque chose en arrière de ça, puis entre autres, la puce 5G. Il y avait quand même un fondement, comment dire, scientifique, historique derrière ça, parce que puis il y a eu un article, je pense que c'est dans le New England ou le Lancet pour expliquer, c'est que Bill Gates finançait de la vaccination dans les pays en voie de développement. Puis, Bill Gates finançait des puces GPS pour les gens qui se font enlever dans certains pays, qui se font mettre comme les animaux ici, là. Fait que là, les gens ont pris... On fait un lien? Ben, c'est ça. On a au vaccin, puce, les deux ensemble, on m'injecte la puce, même si on savait très bien que c'était pas vrai, que ça avait été réfuté, qu'il y avait eu des analyses, tout ça. Oui. Mais quand on rend quelque chose obligatoire, les gens ont plus tendance à basculer de ce côté-là, de dire, ben non, on veut plus rien. Puis on le voit, entre autres, on a des épidémies de rougeole, puis... c'est ça. Mais en fait, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu dois trouver que finalement, on n'est pas si pire au Québec, ou... Okay. C'est sûr quand... ce qu'on parent, on se console, mais d'un autre côté, faut pas accepter... Parce que je pense que la prochaine Surgeon General qu'on appelle aux États-Unis, si je ne m'abuse, n'est pas médecin, ou donc... Ben, on a juste à penser à Robert Kennedy, là, aussi. Oui, c'est ça. Il ressort le vaccin de la rougeole avec l'autisme. Ils n'ont pas dit que ça donnait... l'autisme, mais ils ont quand même dit qu'il n'y avait pas de preuves pour dire que ce n'était pas relié. Ouais, c'est ça. Mais lui, quand on regarde son histoire, Kennedy, là, les gens pourront regarder, ça commençait... avait quand même une carrière assez remarquable à l'époque, mais lui, c'était du droit environnemental, des pollutions de rivières, tu me corrigeras, là, tu dois savoir mieux que moi, mais... Puis finalement, compte tenu qu'il est devenu connu à cause de ça, je pense, il a été approché par des regroupements de familles, d'enfants autistes, qui ont commencé à lui dire, on aimerait ça que vous regardiez notre dossier. Puis c'était, je pense, un peu par accident. On a commencé à regarder ça, puis finalement, je sais pas, là, c'était pas au point de vue. Il a trouvé le lien. Ben, ou encore là, il s'est mis à faire, je sais pas, tu sais, bref, mais oui. C'était un peu, c'est le droit environnemental qui l'a amené là. OK, ça, j'étais pas au courant. Puis on parlait, pour parler encore de la pandémie, mais c'est un livre, il faudrait que je trouve les références pour les mettre dans les notes de balado. Tu me corrigeras encore une fois parce que c'est toi l'experte, mais il y a beaucoup des mesures qui ont été mises en place en début de pandémie qui n'avaient pas nécessairement des fondements scientifiques si forts que ça, là. Même des... Je sais pas si c'est le... Je peux parler du couvre-feu. On peut parler d'un peu tout, là, tu sais. Ben, il y avait le confinement, le couvre-feu, le masque. Il y avait de la science qui disait que c'était pas utile. Est-ce que je me trompe? Ou... Ben, en fait... Peut-être pas si utile. Quand on fait des mesures... Je suis seulement chirurgien, moi. En fait, en santé publique, on dit tout le temps, il faut convaincre avant de contraindre. Bon. J'aime. Quand on est rendu à contraindre, on fait pas ça tout d'un coup. Il y a quand même des cadres éthiques de santé publique qui nous expliquent d'y aller par étapes et tout ça.
Là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé avec les étapes dures, mais en mettant pas nécessairement les étapes de base. Tu sais, le confinement, il y avait quand même un aspect, on veut pas que le monde ait des accidents, puis arrive, tu sais, en traumato à l'hôpital quand on a plein de monde malade de la COVID. Ça peut avoir un fondement. Mm-hmm. Par contre, on confinait, mais on laissait les restos faire du take-out. Tout ça, c'était au début. Puis même avec l'évolution, il y avait, moi, je me rappelle avoir posé la question à mon directeur de santé publique en disant, est-ce que je comprends que si je suis riche, je peux faire un party à Noël, louer une salle, faire venir un orchestre, un buffet, mais si j'habite dans un demi-sous-sol, j'ai pas le droit d'être plus que 4. Il y avait des règles un peu comme ça pour dire, tu sais, vous pouvez y aller dans un lieu, mais vous pouvez pas chez vous, tout ça. Fait que, tu sais, il y avait un C'était pas fond, parfait. mais c'était vraiment du politique, oui. Puis on le faisait pas par étapes, puis entre autres, quand t'es rendu à mettre un couvre-feu, ben tout est lockdown, il n'y a plus rien qui bouge, mais là, on mettait le couvre-feu, mais on pouvait aller chercher un take-out. On peut promener son chien. On pouvait promener son chien, puis ça, semble-t-il, je n'ai pas la preuve hors de tout doute, mais semble-t-il que c'était justement les lobbies canins qui avaient fait des pressions, puis tout ça, puis on voit ce que ça a donné. Les gens ont abandonné leurs animaux après. Là. C'est ça. Donc ça a des impacts. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Il y a d'autres impacts aussi. Quand New York avait été confiné, le maire de New York était sorti publiquement pour dire, écoutez, faites attention, là, parce que vous confinez les enfants à la maison, puis à l'école, c'est souvent l'endroit le plus sécuritaire pour eux, le seul endroit où les enfants mangent, puis la violence conjugale qui a augmenté beaucoup durant... Oui. Mais ça, toi, comme experte, là, quand tu vois... Comment concilier tous ces enjeux-là? Puis même, lors de la pandémie, la réponse facile, ça aurait été de fermer les frontières complètement, mais il y a des enjeux économiques, je veux dire, Oui, puis... Il n'y a rien de parfait, je veux dire. Bien, entre autres, tu sais, quand on pense d'y aller en étapes. Au début, il y avait le dépistage. Je veux dire, on dépistait le monde qui revenait de Wuhan. Je veux dire, ça faisait longtemps que c'était pas à Wuhan, là, c'était ailleurs. Puis là, c'est toujours avec 2-3 pas de recul. Fait qu'à un moment donné, on perd le contrôle. Là, on a décidé, le 11 mars, ben on ferme tout. Le 13, je veux pas... C'était le 13! Vendredi 13 mars. Pour nos auditeurs... C'était l'OMS, je pense. Le 11, ça, le 13 mars 2020, c'était un vendredi. OK. Donc, écoute, bref. Ça, c'est M. Legault, le 13 mars. Oui, la conférence de presse du 13 mars. Je m'excuse. Non, c'est pas correct. Puis, mais c'est ça, on avait toujours un pas de recul, puis c'est vraiment l'échelle étapiste qui n'a pas été faite, tu sais. Si on décidait qu'on fermait tout, il fallait tout fermer. Mais comme on dit, économiquement, c'est difficile, mais peut-être que si on avait tout fermé moins longtemps, ça, on aurait... On le sait, ouais, c'est ça. Là, on laissait des brèches un peu partout, puis on arrivait... Puis il y a eu toute l'information, désinformation qui a été donnée. Entre autres, moi, j'ai fait quand même beaucoup de plaidoyer pour la protection des travailleurs, la protection respiratoire. J'ai même présenté
présenté aux États-Unis sur le sexisme systémique pendant la pandémie. Entre autres, tu sais, on ne demandera jamais à un gars qui coupe du béton de porter un masque médical parce que c'est équivalent à un appareil de protection respiratoire. Mais les femmes, par exemple, dans les soins de santé ou en éducation, ben là, mettant un masque médical, c'est supposément équivalent. Puis, tu sais, les données, on pourra en discuter beaucoup. Aujourd'hui, partout dans le monde, on reconnaît que c'est transmission aérienne puis que ça prend des appareils de protection respiratoire. Mais au Québec, on est encore avec le masque médical. Bon. Je dis ça, puis je dis rien. Mais c'est ça, il faut baser les décisions sur la science, pas juste sur le politique. Ou, si c'est le politique qui décide, de ne pas mettre ça sur le dos de la santé publique en utilisant le directeur national pour faire... Parce que au long cours, ce qui va arriver, c'est la santé de la population qui est affectée. C'est la crédibilité de la santé publique, parce que s'il arrive une autre pandémie puis qu'on donne des règles... Je serais curieuse de voir si le monde va écouter. Ça serait plus difficile. Mais j'avais reçu Alec Castonguay pour son livre « Le printemps le plus long ». Je ne sais pas si tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai... Mais j'ai été surpris d'apprendre que, je ne sais pas si c'est propre à la CAQ, mais ils sondaient à tous les jours pour un peu orienter leur politique de santé publique. Ce qui me laissait un peu... perplexe, je sais pas, gouverner par sondage en temps de crise. Ils font ça pour plein d'autres choses oui, aussi. Oui, mais on s'en rend compte après. Mais dans ce contexte-là, je pensais qu'il y avait plus... Je pensais que l'essentiel des décisions était basé sur la science. C'est peut-être pas si clair que ça, avec un peu de recul. Parce qu'on offrait notre expertise qui était non désirée. On sait qu'on a fait affaire beaucoup avec McKinsey aussi. C'est ça, on offrait notre expertise, puis plus tard en pandémie, j'ai même donné mes notes du Collège Royal sur comment gérer une situation de crise à un département ministériel. Donc, je ne sais pas s'ils avaient les connaissances ou n'étaient pas allés les chercher. Mais c'était pour quelqu'un qui faisait ses examens du Collège Royal en 2020, qui étudiait les plans de pandémie, parce que c'est l'expertise de santé publique aussi. Disons que ça ne ressemblait pas à ce qu'il y avait dans mes notes. Okay. Avant de passer, est-ce qu'on est en train, au Québec, de mieux se préparer à une éventuelle autre pandémie ou... C'est un petit peu dans un tiroir pour l'instant parce qu'on a d'autres... j'avais été... D'autres chats à fouetter. J'ai des chats, je les adore. J'ai été en entrevue avec Ariane Lacourcière qui faisait un reportage. Que j'ai reçu aussi. Oh oui? Oui, parce qu'elle a écrit un livre sur Jean-Pierre Ménard. Oui, nous l'avons inspiré aussi un peu. OK. Puis elle demandait si on était prêts. J'ai dit, il semble qu'il y a des plans qui se font, mais nous, on n'est pas au courant. On sont encore une fois pas les médecins c'est incroyable, quand même. Qui ont l'expertise là-dedans et tout. Fait que oui, il semble qu'il y a des travaux qui sont faits, mais nous, on n'est pas au courant, on n'est pas impliqués. C'est dur à croire. Écoutez, j'espère que peut-être qu'on va faire cheminer certaines personnes aujourd'hui. Espérons-le. Écoute, le temps passe. Je voulais parler d'un autre enjeu là, qui est, tu sauras me le dire, je pense que c'est encore en flottement, là, la fusion de l'INES et de l'INSPQ. L'INSPQ. Donc, il y a eu une tentative de fusion de Emma Québec, Transplant Québec, ça a été mis de côté. Mais dans le cas des deux entités dont on parle, d'abord, si tu nous présentais brièvement les deux entités, puis pourquoi c'est une mauvaise idée de les fusionner, disons, puis les gens pourront faire plus de lecture si ça... Oui, puis en fait, on a même écrit un mémoire, là. C'était pas le format mémoire pour ce projet de loi-là, c'était plus le format commentaire, mais on a fait des commentaires que j'ai d'ailleurs amenés avec moi, mais je vais juste prendre mes notes. La portion lecture. Oui, pour les missions. Alors, vas-y, on t'écoute. Parce que je ne connais pas mes missions. On t'écoute. Donc, la mission de l'INES, c'est d'abord, l'INES, c'est quoi? C'est l'Institut national en évaluation santé et services sociaux. Excellent. Donc, c'est de promouvoir, l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Fait qu'on voit déjà qu'il y a un aspect curatif, clinique, traitement. Mais nous je suis dans la chirurgie, parfois, on va avoir des avis de l'INES. Là. Oui. Ils peuvent se prononcer sur des choses très, très pointues. Là, dire on ne recommande pas l'usage de telle entité dans tel traitement.
puis c'est comme des guides de pratique. Oui. Je le vois un peu comme ça à l'occasion. Oui, comme on connaît assurément les guides d'antibio, là, par exemple, c'est un qui exemple. sont vraiment très bien faits. Okay. Alors que l'INSPQ, c'est de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux dans sa mission de santé publique. Fait qu'on voit vraiment qu'il y en a un qui a une mission clinique, l'autre a une mission de santé publique. Les gens, tu sais, il y en a qui vont dire « Oui, mais le monde font la même chose, c'est des conseillers en recherche, font des revues de littérature, tout ça. » Peut-être qu'il y a des expertises ou des compétences qui sont similaires. Par contre, le côté santé publique, c'est ça qu'on a vraiment mis dans notre commentaire. Si on lit le projet de loi, le mot santé publique apparaît une fois. Donc, comme je disais tantôt, on a mis une directrice nationale qui n'est pas de santé publique. On veut enlever l'organisme qui fait des recommandations de santé publique. Fait que nous, notre impression et le danger qu'on voit, c'est vraiment, on tente de noyer la santé publique. Noyer le poisson. Oui, parce que c'est sûr, quand des médicaments ils sont-tu co-efficaces, sont-tu sécuritaires, tout ça, versus est-ce qu'on devrait faire le programme Housing First pour les itinérants. Peut-être que là, ça nous met en problématique de noyer la santé publique. Puis on le voit un peu partout parce que on est conscient qu'on dérange. Là. Nous, on fait des recommandations qui vont souvent à l'encontre de ce que le politique veut. C'est des effets à long terme qu'on peut difficilement mesurer à court terme. C'est pas sur un échéancier politique, tout ça. Fait que le grand risque, il y en a plusieurs, soit la perte de compétences, d'expertise, de santé publique, mais c'est surtout de noyer la santé des populations. En fait, ça revient à ce que j'ai déjà dit, ou les échanges que j'ai eus avec plusieurs personnes, à savoir que ce sont des investissements à long terme, puis c'est géré par des gens qui ont des échéanciers relativement court terme, en général, un cycle électoral, puis parfois on tombe dans des échéanciers à très court terme, là. Oui. Là, on est en mars 2026, on a des élections à l'automne. Puis, là, c'est le livrable. Oui. C'est ça, là. C'est puis pas, mettons, la mortalité par cancer en 2050. On n'est pas là du tout. Non, puis là, on l'entend moins, mais avec M. Dubé, on l'entendait beaucoup. On voulait un Québec en santé à court terme. Pour avoir un Québec en santé à court terme, il faut diminuer le nombre de malades. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On restreint les soins, on enlève des traitements, on ferme les CHSLD. Je peux même pas comprendre le concept d'avoir des Québec en santé à court terme. D'après moi, c'est du moyen ou du long terme. On fait la promotion de l'aide médicale à mourir. On est les meilleurs au monde. 7% des décès au Québec par aide médicale à mourir. C'est une drôle de statistique. Puis même, on développe une expertise. Il y avait eu un article là, en Montérégie que le développement de l'expertise en aide médicale à mourir, en tout cas, c'est discutable. Ça ouvre toutes sortes de portes. Écoute, je sais, c'est quand même... finalement, l'hypothèse serait que vous dérangez, puis on veut vous diluer. Oui. À travers... Parce que c'est certain qu'on dérange. Nous, on parle qu'il faut donner des logements, il faut instruire les gens, il faut investir en éducation. C'est pas politiquement payant, puis c'est pas des populations non plus qui vont nécessairement donner des votes. Oui, c'est ça. Tout ça, donc on est beaucoup... Écoute, ça a toujours été proche, la santé publique puis le politique, parce que ça permet une certaine influence aussi. Mais là, peut-être qu'on a atteint un point où c'est plus difficile. Mais en fait, je pense pas qu'il faut évacuer complètement le politique, parce que à un certain moment, il y a des choix de société qui sont des choix un peu politiques. Éventuellement, on va devoir peut-être s'asseoir ensemble puis discuter qu'est-ce qu'on enlève de l'offre, mettons, dans le panier de services au Québec en santé. Ça va être des décisions mais il faut que ça un se peu discute. politiques. C'est ça. Il faut que ça se discute. C'est pas quelques élus dans une chambre close qui décident qu'on fait ça. Il faut que ça soit parlé avec les parties prenantes, les acteurs clés, que ce soit une concertation, une discussion. Tout à fait. Transparence, intégrité, puis science derrière. Donc. Quand même. Écoute, je trouve ça hyper intéressant. Donc, de très belle présentation là, de cette discipline peu connue. Donc, on va sûrement se revoir au délégué. Donc, j'irai saluer ton collègue. Tu me le présenteras. Oui. Écoute, merci beaucoup, Marie-Claude. Il y a toujours une petite section baguette magique dans notre balado. Donc, j'ai hâte de voir si je te laissais changer une chose par magie
dans le réseau de santé québécois, ce serait quoi? Ben, je dirais, ça prend de la volonté politique, vraiment, pour aller sur les déterminants de la santé. Parce que si on fait juste soigner, puis boucher les feux, éteindre les feux, pardon. Ouais, boucher les trous, c'est ouais. ça. On peut pas fonctionner au long cours. Il faut vraiment agir en amont pour donner le plein potentiel de développement aux gens, puis la capacité de se développer en santé. Puis je dirais, s'il y avait un petit deuxième coup de baguette, de nous donner la reconnaissance de notre expertise puis de nos compétences, nous serions assurément utiles à la santé de la population. J'ai aucun doute. As-tu une rencontre de rêve? Ou, Oui! Je trouvais d'ailleurs très intéressant cette question-là. Moi, depuis mon jeune âge, puis peut-être que ça l'a teinté mon choix de santé publique, j'admire John F. Kennedy, pas pour ses relations extra-conjugales. C'est ça que j'allais dire. Mais plus pour tout ce qu'il a fait dans la vie, tout ça. Puis moi, ça m'a toujours été... C'est quelque chose qui me, je veux pas dire me hante, mais qui est toujours derrière moi quand je fais quelque chose. C'est demande-toi pas ce que le pays peut faire pour toi, mais toi, ce que tu peux faire pour le pays. Puis moi, j'essaye, en tout cas, là, de faire ça. Demande-toi pas ce que les gens peuvent faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour les gens. Puis je dirais que je pense que ça fait partie de l'ADN de santé publique. Ben écoute, c'est une belle façon de conclure, donc merci beaucoup. Puis, un grand plaisir. On va attendre la suite. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.